Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre nos expériences imaginées avec une enzyme que l'on avait découverte dans l'estomac et rechercher son rôle plus précisément. Alors dans l'activité numéro 20 que vous aviez réalisée, vous deviez donc analyser deux dispositifs, deux protocoles expérimentaux. Il y avait ce premier avec les tubes A et B dans lequel nous avions mis dans un premier temps de la pepsine avec des fines particules de blanc d'œuf. Je vous rappelle que les fines particules de blanc d'œuf donnaient un aspect trouble à votre tube. Et dans l'autre tube, nous avions donc les fines particules de blanc d'œuf et de l'eau distillée. L'eau distillée permet donc de faire une expérience témoin où on s'attend à ce qu'il ne se passe rien de particulier. Par contre, dans le tube A où nous avons mis la pepsine, l'enzyme, nous attendons à ce qu'il se passe quelque chose. C'est notre tube essai. Voici les résultats que vous pouviez obtenir dans ces deux tubes. Dans le tube A, au départ, l'aspect trouble, il y a bien nos fines particules de blanc d'œuf. À la fin de l'expérience, le tube A est devenu limpide, c'est-à-dire transparent. Cela veut donc dire que les fines particules de blanc d'œuf ont disparu dans le tube A. Si elles ont disparu, elles se sont donc effectivement transformées, en nutriments. Au départ, nous avons des aliments tout petits, des fines particules de blanc d'œuf. Nous avons obtenu des nutriments qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Si ils se sont transformés en nutriments, cela veut dire donc qu'ils ont bien été digérés. La seule chose présente dans le tube qui a permis cette digestion, c'est bien la pepsine. Dans le tube B, l'aspect du tube est trouble au départ puisque nous avons une fine particule de blanc d'œuf. À la fin de l'expérience, le tube est toujours trouble. Ça veut dire que les fines particules de blanc d'œuf sont toujours là. Ça paraît donc normal que les fines particules de blanc d'œuf ne sont pas digérées en nutriments puisqu'en fait nous avions simplement de l'eau qui avait été ajoutée. Donc voilà les conclusions qu'il fallait établir. Les fines particules de blanc d'œuf sont bien digérées par la pepsine et on peut ici ajouter qu'elles ont été digérées en nutriments. Ce que nous cherchions à prouver au début de la leçon, c'est-à-dire comment les aliments pouvaient être digérés en nutriments. Alors, ensuite, vous aviez une deuxième série d'expériences, le tube ici C et le tube D ici, où ne prenions pas cette fois-ci des fines particules de blanc d'œuf, mais nous prenions carrément des gros morceaux de blanc d'œuf, représentés ici par ces petits ronds bleus. Et dans l'autre tube, nous mettions donc de l'eau distillée avec toujours des gros morceaux de blanc d'œuf. Nous avons toujours donc notre expérience essai et notre expérience témoin. Voici donc les résultats obtenus pour cette fois-ci ce protocole expérimental. Dans le tube C, donc le liquide au départ est limpide, c'est-à-dire nous avons un liquide transparent dans lequel baignent nos morceaux de blanc d'œuf. C'est le cas du départ. À la fin, dans ce tube, il n'apparaît que un liquide trouble. Nous n'avons donc plus de morceaux. Cela veut donc dire que les morceaux de blanc d'œuf, ces morceaux ici, ont bien disparu. Ils ont disparu, ils ont été digérés. Mais on vous dit que le liquide est trouble. Cela veut dire que si le liquide est trouble, ça reprend ce qu'on avait vu au départ ici, ça correspondait à la présence de fines particules de blanc d'œuf. Donc, nos morceaux de blanc d'œuf ont été digérés par l'enzyme la pepsine et ça a été digéré en fines particules de blanc d'œuf. Je continue. Dans notre tube témoin, nous avons des morceaux de blanc d'œuf dans un liquide qui apparaît limpide, transparent. À la fin de l'expérience, nous avons toujours le liquide limpide avec les morceaux. Rien ne s'est donc passé avec les morceaux de blanc d'œuf. Les morceaux de blanc d'œuf ne sont pas digérés. Donc, la conclusion, c'est que l'enzyme a pu digérer les fines particules de blanc d'œuf complètement en nutriments. À la fin, on ne voit plus rien de visible. C'est vraiment l'obtention finale de la digestion en nutriments. Par contre, dans le cas où nous avons mis des morceaux de blanc d'œuf, nous avons bien une digestion qui est possible grâce à l'enzyme, mais cette digestion n'est pas complète. Elle transforme les morceaux de blanc d'œuf en fines particules de blanc d'œuf. Il est tout à fait possible d'imaginer que si nous avions laissé plus longtemps les expériences, qu'au bout d'un certain nombre de temps, nous aurions eu
la disparition des fines particules de blanc d'œuf pour obtenir aussi des nutriments. Mais il aurait fallu beaucoup plus de temps. Ce qui veut donc dire que si les enzymes sont bien capables de digérer les aliments, cette digestion sera beaucoup plus efficace et rapide si nous avons au départ des petits morceaux d'aliments. Si les morceaux sont beaucoup plus gros, la digestion par les enzymes sera beaucoup plus longue. D'où l'intérêt, et je pense que vous comprenez où je veux en venir, de l'intérêt au départ de mâcher les aliments, de les découper, de les broyer au niveau de la bouche. Cette étape que l'on va faire au niveau de la bouche va ensuite faciliter l'action des enzymes. Je vous ai mis dans la leçon un lien qui vous permet d'avoir accès à cette animation. Voilà. Alors, on imagine par exemple ici un aliment. Alors, je simplifie à l'extrême. D'accord? Un aliment, c'est une très grosse molécule faite de plusieurs éléments assemblés les uns aux autres. On imagine l'action d'une enzyme sur cet aliment, sur cette grosse molécule. Voici l'enzyme. En fait, une enzyme va être capable de faire des découpages de grosses molécules. Et on va donc ainsi, au fur et à mesure du temps, avoir un découpage de plus en plus petit de cet aliment. D'une grosse molécule au départ, visible par exemple dans un tube à essai, comme nos fines particules de blanc d'œuf qui avaient un aspect blanchâtre, au départ, à la fin, par l'action de l'enzyme, ça va donner des éléments de très petite taille que l'on va appeler les nutriments. Donc, si je reprends ce document que nous avions commencé à compléter avec le nom des organes du tube digestif et les transformations que nous avons pu observer des aliments au fur et à mesure de leur passage dans le tube digestif, on peut rajouter les éléments, les phénomènes qui permettent d'avoir ces transformations d'un aliment solide, un aliment pâteux et ensuite d'obtenir des nutriments liquides. On imagine, on mange un œuf dur, on mange du blanc d'œuf, d'accord, des gros morceaux de blanc d'œuf. Ce blanc d'œuf va devenir pâteux donc au niveau de l'estomac et va devenir entièrement des nutriments liquides au niveau de l'intestin grêle. Ces transformations sont possibles grâce à l'action donc de la bouche, de la mastication et effectivement de l'action des dents. Donc c'était des transformations mécaniques. Nous avons vu que lorsque nous mangions les aliments, ces aliments étaient transférés par exemple au niveau de l'estomac, où il y avait également des ondes de contraction qui malaxaient, qui mélangeaient, qui broyaient également les aliments. Il y avait donc également une transformation mécanique. Et nous avons donc vu ici que par les enzymes, par exemple la pepsine au niveau de l'estomac, il y avait une autre transformation des aliments en nutriments. Cette action des enzymes, par contre, c'est ce qu'on va appeler une action chimique. Il y a effectivement des réactions chimiques qui vont se produire, donc des transformations chimiques. Nous avons vu dans l'exemple précédent donc une enzyme particulière au niveau de l'estomac. En fait, il existe différentes enzymes. Il en existe plusieurs au niveau du tube digestif. Il faut savoir que la salive que nous sécrétons au niveau de la bouche contient également des enzymes qui va pouvoir commencer une digestion chimique au niveau des aliments dans la bouche. On avait donc la pepsine au niveau de l'estomac. Nous avons ici le pancréas qui va déverser également dans l'intestin grêle des enzymes qui vont également pouvoir transformer certains aliments. Et nous avons également dans la paroi de l'intestin grêle des enzymes qui vont être également produites. Donc nous avons toute une série d'enzymes qui vont être produites par des organes du tube digestif qui vont permettre également de transformer les aliments en nutriments. Donc, si je complète mon document, en fait, quand les aliments passent par la bouche jusqu'à l'intestin grêle, nous avons une série de transformations chimiques et mécaniques des aliments en nutriments. Mais au niveau de l'intestin grêle, on considère que toute la digestion des aliments est acquise. Nous avons eu nos nutriments. Le gros intestin, à quoi va-t-il servir? Essentiellement à l'élimination des déchets de cette digestion. Donc voilà le bilan au niveau donc de la digestion des aliments en nutriments dans le tube digestif.
Donc voilà ce que j'ai mis en bilan, en conclusion définition dans la leçon, que la digestion des aliments en nutriments se fait grâce à différentes enzymes digestifs. Je ne vous embête pas avec les noms précis de ces enzymes, ce n'est pas l'objectif du programme de 5e. Il s'agit simplement dans ce cas de transformation chimique. C'est le seul élément que je vous demande de retenir. Quand on a affaire à des enzymes digestifs, on parle de transformation chimique. Mais vous avez vu précédemment que les transformations chimiques étaient fortement facilitées par les transformations mécaniques, c'est-à-dire par le broyage au niveau donc de la bouche, la mastication, également par les sondes de contraction dans le tube digestif. Et je vous remets également donc dans la leçon ce document, donc ici, qui va correspondre à l'ensemble des phénomènes qui se produisent dans le tube digestif. À partir de ce document, on peut donc poser le problème suivant. Nous avons donc obtenu, grâce aux transformations mécaniques et chimiques, la transformation des aliments en nutriments, ces fameux nutriments dont vont avoir besoin nos cellules. Or, si nous regardons le document tel quel, nous avons l'impression que les nutriments qui sont présents au niveau de l'intestin grêle partiraient dans le gros intestin et donc seraient éliminés avec les déchets. Or, cela semble totalement illogique par rapport au fait que les nutriments étaient obtenus pour aller approvisionner nos cellules. Cela veut donc dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer au niveau de l'intestin grêle. Les nutriments ne doivent surtout pas être éliminés, sinon cela ne servirait à rien de digérer des aliments. C'est ce que l'on va donc devoir résoudre dans la suite de la leçon. Que deviennent les nutriments au niveau de l'intestin grêle? Et c'est vrai qu'au niveau donc de l'intestin grêle, on pourrait donc très bien imaginer que le sang pourrait prendre ces nutriments et aller approvisionner les cellules, comme le faisait également le sang pour le dioxygène, souvenez-vous, dans la leçon précédente, pour par exemple notre cas à nous humains ou pour le cas du poisson où le dioxygène partait dans le sang de ses branchies. Vous allez donc devoir vérifier cette idée que le sang effectivement permettrait d'approvisionner les cellules en nutriments et donc que ce passage de nutriments se ferait bien au niveau de l'intestin grêle. Cette activité est à faire sur le site de la cuisinière, comme maintenant vous en avez l'habitude. Je vous souhaite bon courage et une très bonne semaine. À bientôt.